Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment la société évolue. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner. Donc bonjour à tous, je suis avec Esther Perel. Esther, pour ceux qui la connaissent pas, elle est auteure de 2 livres, L'intelligence érotique et À venir, je t'aime, je te trompe. Tu es thérapeute de couple, tu as un podcast sur la thérapie de couple, tu es conférencière, tu as 2 TED qui ont été vues plus de 21 millions de fois. Tu as été élue meilleur speaker à Southwest cette année. Et nous, on s'est rencontrés à Thanksgiving chez toi. Et sur ce sujet d'ailleurs, le sujet du couple. Et donc, je suis vraiment, vraiment ravi de t'avoir aujourd'hui. Et d'ailleurs, pour reprendre ce que tu demandes aux personnes à Southwest, j'adorerais que les gens qui nous écoutent aujourd'hui ferment les yeux pour nous écouter parce que ça touche vraiment l'âme. En fait, pour parler du futur des relations, c'est vrai que c'est intéressant parce que aujourd'hui, quand on parle du futur, on pense au marketing, au commerce, aux voitures, à l'intelligence artificielle, etc., etc. Et effectivement, toi, ce que tu rappelles, c'est qu'aujourd'hui, le plus important dans nos vies, ça reste les relations, et qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé sur ces dernières années ou dernières décennies. Et du coup, je voudrais te demander, mais qu'est-ce qui a changé vraiment, finalement ? C'est-à-dire que c'est intéressant parce que j'ai pensé à ça à une des conférences tech où j'étais allée et ils faisaient une série de moonshots. Ils faisaient un moonshot sur le transport, sur l'environnement, sur l'alimentation, sur l'éducation, sur le futur du travail, sur le futur des robots, sur le futur de tout, sauf sur le futur de la chose qui nous préoccupe finalement le plus, qui sont nos relations, puisque c'est quand même la qualité de nos relations qui va déterminer la qualité de notre vie. Et pas la qualité uniquement de notre travail ou de ce qu'on aura accompli ou atteint. Et donc, je me suis levée, j'ai dit, mais vous savez, c'est impressionnant parce que s'il y a bien un domaine dans notre vie qui est en train de changer si rapidement, c'est le relationnel. Toutes les règles du passé, les structures d'obligations, de devoirs, les grandes décisions qui étaient prises pour nous, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient qui on épouse, qu'est-ce qu'on va faire, quelle éducation on va avoir, dans quelle religion on va grandir et vivre jusqu'à sa mort, qui a le droit d'imposer ses désirs sexuels, qui va se lever pendant la nuit pour aller nourrir ses petits-enfants, enfin, tout était décidé. Or, on se retrouve dans un modèle où toutes les grandes décisions, c'est nous qui devons les prendre. On a une liberté comme on n'a jamais eu et un embarras du choix comme on n'a jamais eu, avec toute la confusion, l'incertitude et la solitude qui s'accompagnent avec. Et alors, ce que tu dis, c'est qu'il y a pas forcément de solution simple, parce que finalement, on pourrait se dire, bah alors, c'est quoi la solution de la relation aujourd'hui, ou comment je peux résoudre ces histoires de tromperie, ou toutes ces choses, mais que finalement, c'est vraiment beaucoup de paradoxes à équilibrer. C'est quoi les paradoxes que les gens doivent équilibrer finalement ? Le premier paradoxe, c'est que avant, chacun connaissait sa place. On avait une identité qui nous était donnée, on avait un sentiment d'appartenance, on avait un sentiment de communauté et on avait très peu de liberté et pas beaucoup d'expression individuelle. Quand je dis avant, je parle même de 100 ans avant, quoi. Et là, aujourd'hui, le cœur des relations, c'est la communication, c'est la conversation. Tout se négocie. Et pour pouvoir négocier, il faut pouvoir bien communiquer. Or, on n'a pas toujours le vocabulaire ni les ressources pour avoir ces conversations qui sont parfois difficiles, qu'on ne sait pas comment aborder et qu'on n'a jamais eues. Alors, les paradoxes qu'on doit gérer aujourd'hui dans le relationnel, d'abord, ça commence avec ça. Quelle est la relation entre le moi et l'autre? Dans quelle mesure est-ce que est-ce que je mène mes relations dans une culture d'autonomie et je pense d'abord à mes besoins à moi, et dans quelle mesure est-ce que je mène mes relations dans une culture de loyauté et je pense d'abord à ce que les autres attendent de moi. C'est la même chose quand on élève ses enfants. Est-ce qu'on élève ses enfants dans une culture d'autonomie ou dans une culture de loyauté? Est-ce qu'on nous apprend à être conscients et éveillés par rapport à nos besoins ou par rapport aux besoins des autres et de notre sensibilité par rapport à ça? Et donc, ça répond à la question de quel est le droit que j'ai par rapport à la poursuite de mon bonheur? Et est-ce que mon bonheur, je peux le poursuivre même s'il a des conséquences néfastes et douloureuses parfois pour d'autres? Quelle est la place de l'individu au sein du groupe? Ça, c'est le premier paradoxe. Le deuxième, c'est que dans le couple intime, certainement dans le couple romantique, on espère aujourd'hui
recevoir avec une personne ce qu'on attendait avant de tout un village, de toute une communauté. J'attends de mon partenaire qu'il soit tout ce que j'attendais avant d'un partenaire, qui était d'avoir une famille, d'avoir un compagnon, d'avoir un soutien économique, d'avoir peut-être une famille. Mais en plus, je veux que mon partenaire soit mon meilleur ami et mon confident et mon amant et mon amante, ma maîtresse. Enfin, j'attends finalement de vivre avec la même personne les besoins d'ancrage, de stabilité, de sécurité, de dépendance, d'appartenance, mais je veux aussi avec la même personne vivre l'aventure, la nouveauté, la surprise, l'inconnu, le mystère, la passion. Et tout ça avec une personne dans souvent des réseaux qui sont de plus en plus restreints et réduits. Donc tous les besoins que la communauté nous donnait, nous satisfaisait, tant bien que mal, aujourd'hui on les redirige vers une personne qui devient cette âme sœur dans laquelle on investit pratiquement toute sa vie et surtout qui devient l'antidote de toute la solitude existentielle qu'on peut ressentir. Il y a vraiment cette histoire de d'âme sœur. Je pense que le principe d'âme sœur, on nous l'a servi dans les contes pour enfants, on nous le sert dans les films. Et c'est vrai que cette recherche, et on va parler après des sites de rencontres et donc du choix auquel tu faisais référence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des situations où on a un choix immense et pourtant, on s'est jamais senti aussi seul finalement. Euh, Cette âme sœur, enfin, est-ce que c'est quelque chose qui existe? Est-ce qu'il faut vraiment le chercher? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que les gens, finalement, dans les relations amoureuses, ils cherchent à se compléter, c'est-à-dire que plutôt que de se dire, je suis un et entier, ils vont aller chercher chez l'autre des choses qui leur manquent dans une certaine mesure, non? Alors, il y a les deux. D'abord, l'âme sœur, le concept est fantastique. C'est-à-dire, l'âme sœur, le soulmate, comme on dit en anglais, pendant Ouais. toute l'histoire, ça a été Dieu. C'était un concept religieux. Et je pense que l'âme sœur transformée en être humain fait partie d'une société qui a perdu souvent ses ancrages religieux, qui est devenue laïque. Ça fait partie de la laïcité. Donc, on investit dans l'amour romantique ce qu'on recherchait avant dans le sanctuaire de Dieu. L'extase, le sentiment d'appartenance, le sentiment de sens, la plénitude, enfin, toutes ces choses qui étaient des expériences spirituelles, religieuses. Aujourd'hui, on les recherche dans le domaine relationnel. C'est assez étonnant de voir combien avec la laïcisation de la société, c'est l'amour et surtout l'amour romantique qui a pris la relève de cet univers dans lequel on va aller rechercher toutes ces choses. Ensuite, il y a le fait qu'on ne le recherche pas à 15 ans, ni à 18 ans, ni à 19 ans, on le recherche à 29 ans. Donc, on se retrouve à chercher cette âme sœur après 15 ans de nomadisme sexuel et relationnel. Et on n'a pas le choix entre 2 personnes au village, ni on n'a pas le choix entre 15 personnes à la fac ou au travail. On se retrouve avec 1000 personnes au bout des doigts. Non, mais c'est extraordinaire. On sait dans toutes les recherches que d'avoir un choix plus grand que 2, 3, 4, 5, c'est beaucoup mieux, ça nous donne beaucoup plus de liberté, de capacité d'être assertif, etc. Mais un choix de 1000, mais ça nous rend complètement débiles. On sait plus quoi. Et on est tout le temps en train de se demander que cette âme sœur, elle va surgir au-delà de tous. Et elle va nous montrer avec des grands gestes, c'est moi. Et la cacophonie va s'arrêter et on va, en fait, comme je dis souvent, je veux dire, le nouveau geste, le nouveau rituel d'engagement, c'est quand comment tu dis, to delete, Supprimer les applications. je supprime mes applications. C'est-à-dire, je ne cherche plus parce que je t'ai trouvé et tu m'as captivé et tu as captivé au-delà de tous les autres et tu as résolu mon problème d'incertitude et mon problème de doute que j'ai par rapport à cette recherche qui devient de plus en plus difficile. Et il y a aussi cette histoire de sexe. Tu parlais de sexe tout à l'heure. On est passé d'un sexe reproductif à un sexe récréatif, parce que avant il n'y avait pas vraiment de moyens de contraception finalement. C'est assez récent dans l'histoire de l'humanité. C'est quoi les implications de ce sexe récréatif, en particulier peut-être sur la tromperie justement? Mais oui, mais tu vois, on emploie des termes mariage, intimité, infidélité, monogamie, sexualité, confiance, genre. Ce sont des mots qu'on utilise encore toujours, comme on les a toujours utilisés, mais pour chacun de ces termes, le contenu, le sens a changé complètement. Et c'est très important de définir les termes, sinon on utilise un langage et tout le monde pense qu'on parle de la même chose quand on parle de choses
vastement différentes. Alors, quand il s'agit de sexualité, c'est assez clair. Pendant toute l'histoire, la sexualité était un atout économique dans le couple, dans le mariage, dans le couple établi. Je parle pas que de la passion qui a toujours existé, mais elle n'existait pas nécessairement à l'intérieur de la relation de longue durée et établie. D'ailleurs, elle était toujours vouée à la mort. Les couples passionnels, ils terminaient pas bien, quoi. Et donc, on avait une sexualité reproductive parce qu'il fallait beaucoup d'enfants qui étaient des atouts économiques qui aujourd'hui sont devenus en fait l'inverse. Ce sont des drainages économiques, je dirais presque. On a séparé la sexualité de la reproduction. Et en faisant ça, on est passé d'un modèle de la sexualité qui était purement biologique, ça faisait partie de notre condition, c'était quelque chose qu'on faisait, à quelque chose qu'on a socialisé et qui est devenu maintenant un élément de notre identité. Ce n'est plus juste ça quelque chose que je fais, c'est quelqu'un que je suis. Et aussi, on a, en tout cas en Occident, changé un petit peu le modèle comme quoi c'était aussi un devoir conjugal de la femme. C'est tout. On lui a jamais demandé si elle avait envie, si ça lui faisait plaisir, si elle se sentait bien, si elle y trouvait de la joie. C'était un devoir. Et on est passé du devoir au désir. Et le désir, c'est que je deviens maître de ma volonté. En anglais, c'est très succinct, ça dit to own the wanting. Je maîtrise, ma volonté est à moi. Parce qu'on peut forcer quelqu'un à être sexuel, mais on peut jamais forcer quelqu'un à vouloir. Le vouloir est un élément, une expression fondamentale de notre liberté et de notre souveraineté. Donc, on est passé à un modèle de désir. En plus, on est passé à un modèle où dans le relationnel, en tout cas, il y a un lien entre le bonheur sexuel et le bonheur du couple en général. Ça fait partie l'un des deux. La satisfaction de l'un est un indicateur pour la satisfaction de l'autre. Maintenant, on passe encore à un autre modèle qui est on sépare la reproduction de la sexualité. Donc, on a d'abord séparé la sexualité de la reproduction. Maintenant, on sépare la reproduction de la sexualité. Et cette sexualité, en passant par le mouvement gay qui a introduit l'identité, le concept d'identité sexuelle, le mouvement féministe qui a introduit le rapport de pouvoir entre les genres et que la sexualité n'a jamais été jusqu'à aujourd'hui un élément d'égalité, d'expression égale ou de droits égaux, etc. Et on se retrouve à un modèle récréatif qui est dans la jouissance, dans le plaisir, qui est super, et qui, de plus en plus, est aussi dans la désaffiliation. Je ne sais pas si on dit ça comme ça en français. C'est-à-dire que le moins il y a de rapports, le moins il y a de rapports, en fait. Ce n'est plus juste une question d'histoire, même si c'est une histoire d'une passade, d'une nuit, mais il y a une histoire, il y a un script, il y a un début, il y a une fin, il y a une... comment on dit en anglais, there's a plot, il y a un script, et il y a plus maintenant, c'est de plus en plus commodifié en fait. C'est-à-dire que le récréatif est passé au commodifié. Pas pour tout le monde et pas toujours, mais c'est un des éléments de changement fondamental. Et un des éléments aussi, et tu y as fait mention, c'est que à partir du moment où le sexe doit être voulu, forcément il doit être voulu, mais cette histoire de désir, ça veut dire que les deux doivent désirer au même moment la même personne sur le long terme. Il y a aussi ça qui est en jeu finalement. Bien sûr, c'est pas évident. C'est ça. Parce que si on n'a plus besoin d'avoir 8 enfants pour lesquels il fallait en avoir 10 parce que 2 n'allaient pas survivre et que ça confirmait une activité régulière, en tout cas pour une certaine durée, aujourd'hui après, si on n'en a pas, qu'on a choisi ou qu'on ne peut pas avoir d'enfant, c'est déjà une chose. Si on en a 1 ou 2 ou 3 au grand maximum pour la plupart, il n'y a plus qu'une raison pour rester intime avec son partenaire, c'est qu'on y prend du plaisir et qu'il y a une intimité, il y a une connexion. Donc plaisir et connexion sont les deux motivations essentielles pour rester actif sexuellement au sein d'une relation de longue durée. Tu sais, pendant toute l'histoire, la monogamie, c'était une personne pour la vie. Aujourd'hui, la monogamie, c'est une personne à la fois. Dans chaque relation, je suis monogame. Mais ça n'a pas du tout le même sens. Pendant toute l'histoire, quand on se mariait, c'était pour avoir des relations pour la première fois. D'ailleurs, souvent, on se mariait pour avoir des relations pour la première fois ou parce qu'on en avait eu et qu'on attendait un enfant. Aujourd'hui, on se marie ou on se met en couple, peu importe si c'est avec mariage ou pas, et on arrête d'être sexuel avec d'autres. Donc, l'exclusivité n'a plus du tout le même sens. C'est vrai.
Et c'est tout autre chose, ce renoncement aujourd'hui qui fait partie de cette âme sœur que j'ai trouvée. Pour toi, j'arrête mon vagabondage. Pour toi, je vais me remettre dans un modèle que je n'ai pas vécu depuis X années, parce que c'est la vache sacrée de l'amour romantique, c'est l'idéal romantique du moment, quoi. Et puis, il y a un élément que tu as dit aussi que je trouve qui est extrêmement important. Je sais pas si les gens ont fait attention, mais avant, le couple, c'était quand même une sorte d'organisation économique. Aujourd'hui, ce qui définit un couple, c'est le bonheur. Ouais, Hein. ouais, Donc, sauf au divorce. Quand ils se divorcent, Oui, quand ils se séparent, tout le monde se rend très vite compte qu'il y avait une entité économique bien ancrée là-dedans dont on ne voulait pas parler. Et parfois, tout c'est en étant romantique et gougou gaga au début, ils sont quand même assez acharnés sur les contrats prénuptials. C'est une demi-vérité, en fait, cette histoire. c'est pas faux. Et alors, justement, pour parler du digital, parce qu'on en a un tout petit peu parlé, enfin, tu y as fait un tout petit peu mention. Quand on pense digital, on pense, enfin, moi, je pense en tout cas à deux choses principales, que sont les smartphones Mhm. et les sites de rencontres. Et dans les deux cas, en tout cas, j'ai l'impression, enfin, moi, ça me fait penser à solitude. Solitude parce que quand tu es dans un couple et que l'un est dans le, enfin, que les deux sont dans le lit, mais que l'un est sur son smartphone, il y a une forme de solitude qui se crée chez l'autre. Mais que sur les sites de rencontres, bah, finalement, t'as beaucoup de choix. Mais tu te sens extrêmement seul. Enfin, en tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai, c'est que quand tu as autant de choix devant toi, bah finalement, t'as pas l'impression. Enfin, ce que ça te renvoie, c'est que finalement, ça marche pas. C'est-à-dire que le one and only qu'on t'a promis depuis ta plus tendre enfance, bah finalement, tu le trouves pas. Euh, c'est quoi l'impact du digital pour toi sur les relations amoureuses aujourd'hui? C'est beaucoup de choses, mais je vais insérer quelque chose que tu as dit juste avant, qui je crois est Ouais. aussi très important quand tu parlais du bonheur. Tu sais, Mhm. pendant la plupart de l'histoire, le bonheur, c'est quelque chose que tu trouvais au paradis. D'abord, tu souffrais bien sur terre et quand tu avais bien payé ta dette, tu allais voir comment ça se passe là en haut. Cette C'est pas notion faux. de la poursuite du bonheur et qu'on se doit d'être heureux, c'est assez récent quand même. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que si tu demandes à des parents en Occident qu'est-ce qu'ils veulent le plus pour leurs enfants, ils te disent d'être heureux. Pas de Mhm. survivre, pas d'être des bonnes personnes, pas d'avoir une vie juste, mais d'être heureux. Et ça, c'est une transformation parce que ça veut dire que pour la première fois, la survie de la famille aujourd'hui, elle dépend essentiellement du bonheur du couple. Il n'y a rien Mhm. d'autre qui maintient une famille. T'es plus dans l'excommunication de l'Église, tu as des règles, des lois de divorce, tu as une indépendance économique quand même beaucoup plus élevée que de toujours pour la femme. Donc, la seule chose qui préserve le système familial, c'est le bonheur du couple. Donc, tout ça, ça rentre là-dedans. Pour le digital. Il y a tout un débat par rapport au digital. Est-ce que c'est seulement les rencontres qui sont différentes? Donc le courting, comme on dit en anglais. Mhm. Mais une fois qu'on se rencontre, le reste reprend le chemin de tout temps. Ou est-ce qu'il y Mhm. a quelque chose de fondamental qui change dans la manière de se rencontrer et dans les attentes qu'on apporte aujourd'hui dans le domaine de l'intime, qui fait que même toute la rencontre et toute l'histoire qu'on va tisser ensemble est différente aussi. Et c'est une conversation que j'ai eue avec Helen Fisher d'ailleurs dans un des TED Talks qu'elle a fait, enfin qu'on a fait ensemble. Et je pense que c'est important de. Moi, j'ai un point de vue, mais il y a d'autres points de vue par rapport à cette question aussi. Je pense que il y a une différence entre les gens qui ont aujourd'hui 35-40 ans ou même 30 Mhm. ou même à la rigueur 25 et qui ont passé les 8 premières années, les 15 premières, 20 premières années de leur vie avant le smartphone. Et puis à la génération qui, à partir de 2008, euh, a grandi en digital natives, n'ont jamais connu autre chose et ont appris tout un système de socialisation et de communication deux-dimensionnel et pas trois-dimensionnel. On Mhm. sait Mhm. que le langage digital est un langage qui se prête à des mauvaises interprétations. C'est-à-dire, il y a des analyses et des analyses constantes sur les textes sont mal interprétés, le ton n'y est pas, le regard n'y est pas, l'expression du visage n'y est pas, le sourire n'y est pas. Et les emojis, c'est pas des émotions, c'est des symboles. Ouais. Ces symboles n'arrivent pas à traduire toutes les nuances d'un vécu, d'un script affectif et relationnel. Donc, c'est déjà ça au niveau de la communication même. Ensuite, il y a
la manière de rencontrer. Je veux dire, moi, je fais pas mal d'ateliers où je regarde les textes de Tinder des gens qui me font lire ce qu'ils écrivent, et c'est pas particulièrement ni poétique, ni séduisant, ni, enfin, je veux dire, c'est intéressant. C'est transactionnel quasiment. Oui, mais même, on peut être transactionnel et avoir de l'humour, et transactionnel et avoir de la finesse, et c'est pauvre surtout. C'est surtout que, il y a pas, il y a pas beaucoup c'est comme un sandwich où on met une tranche de salami, quoi. C'est quand même, on sait tous qu'un sandwich, qu'il y en a que 3, 4, il y a une richesse, il y a un goût. C'est meilleur. C'est meilleur, c'est layered, comme on dit chez nous, quoi. Il faut mettre un peu de tomate, un peu de salade. Voilà. C'est pas bien. C'est un sandwich qui est pauvre, quoi. Je veux dire, c'est un texte qui est pauvre. Non, est-ce que tu penses que le digital, ça a appauvri les relations? Mais pas toujours. Moi, je me rappelle au début de Match et au début des premiers sites, les gens, au contraire, c'était du Cyrano de Bergerac. Les gens se écrivaient et pouvaient se présenter à travers leurs plumes d'une manière qui était tellement plus ouverte et plus directe que ce qu'ils auraient pu faire à travers leur physique et à travers leur âge et d'autres limites que notre société ne valorise pas, ou d'autres attraits, c'est-à-dire que notre société ne valorise pas, et qu'à travers la plume, justement, ils pouvaient être dans une séduction qui leur donnait un pouvoir, quoi. Donc, ça, je pense pas qu'en soi, le digital appauvrit. Je pense que c'est ceux qui n'ont grandi qu'avec ça, qui quelque part, on sait qu'il y a un appauvrissement de l'empathie, on sait qu'il y a un appauvrissement dans la capacité du manque de regard, parce que les yeux communiquent quelque chose, et on sait que les chirurgiens aujourd'hui doivent aller faire des cours avec de la plasticine pour retrouver le sens tactile du bout des doigts. Donc on sait qu'il y a un appauvrissement des sens, de tous les sens quelque part. Quand il n'y a que ça. C'est toujours une question de mesure, c'est pas en soi le digital n'appauvrit rien du tout, il apporte énormément de choses, mais qu'est-ce qui est autour? Et alors, quand tu parles de solitude, je pense que j'ai trouvé, j'ai pensé à un truc dans un podcast que j'ai fait récemment avec Kara Swisher, Decode Recode, où je parlais d'un concept qui s'appelle ambiguous loss. Alors, ce concept est fantastique parce qu'il a toujours été utilisé par rapport au deuil. Donc, par exemple, quand quelqu'un est kidnappé ou quand il y a une fausse couche, la personne est présente psychologiquement, mais absente physiquement. Et donc, ce sont des deuils qui ne peuvent pas être résolus parce on peut pas fermer la boucle. Quand quelqu'un a l'Alzheimer, il est physiquement présent, mais elle est psychologiquement absente. Et puis, je me suis dit, mais cette histoire du téléphone, justement, j'avais eu un patient ce jour-là qui me dit, mais elle va se coucher avec son Instagram, elle se lève avec son Instagram, la dernière chose qu'elle caresse, c'est son téléphone, la première chose qu'elle caresse, c'est son téléphone. Moi, finalement, je me sens seule, qu'il me dit. Moi, je lui ai dit, tu dois te sentir. Et puis, je lui ai dit, tu sais, c'est un peu la même chose. C'est cette perte ambiguë, ambiguous loss, mais pas parce que il y a quelqu'un qui est mort mais parce qu'elle est physiquement présente, ta copine, mais elle est psychologiquement absente. Tu lui parles et elle te répond à peine. D'ailleurs, chaque personne qui est au téléphone avec quelqu'un sait si l'autre l'écoute ou si l'autre est en train de lire ses emails en même temps. Il y a une autre attention. Et quand tu vis ça au quotidien, tu commences à te sentir seul à côté de la personne avec laquelle tu es. Maintenant, avant, on aurait dit la même chose. Il regarde tout le temps la télé. C'est pas nouveau en soi que la personne à côté de nous ne soit pas vraiment présente et attentive. Mais il y a quelque chose dans ces 200 fois par jour, on ouvre notre téléphone, je crois qu'on en a c'est entre 96 et 200. C'est un chiffre énorme. C'est la première fois aujourd'hui où tu peux être infidèle et avoir une liaison avec quelqu'un tout en étant couché avec ton partenaire au lit, à côté de lui, à travers ce téléphone qui est un club de rencontres de 24/7. Ouais. Et du coup, tu as une solution pour les couples? Parce que ça, pour le coup, on peut trouver une solution. Est-ce que c'est dans la conversation qu'on va trouver une solution dans le couple pour résoudre ça? Il y a une analyse qui dit que les habitudes et le fait qu'on est tellement dans les habitudes, dans les compulsions, dans les addictions, etc., en fait, c'est un remplacement du rituel religieux d'avant. C'est-à-dire que c'est le nouveau rituel, où le manque de rituel a fait que les gens ont créé des répétitions d'autres styles, parce qu'un rituel, c'est une répétition d'un acte. Donc, quelque part, je me suis dit, moi, quand je travaille avec des couples, je leur remets des rituels. Le rituel, pour commencer, souvent, c'est vous avez un réveil, vous mettez un réveil dans votre chambre et vous laissez les téléphones hors de la chambre.
de la même manière qu'un jour avant, vous allez sortir la télévision de cette chambre parce que sinon vous n'allez jamais vous parler. Finalement, on se retrouve c'est pas nouveau. Donc, commencez par mettre Ouais. le téléphone. Est-ce que vous pouvez avoir des dîners où vous mettez votre téléphone de côté et vos enfants aussi, parce que eux vous voient aussi quand c'est déjà une famille. C'est pas uniquement les jeunes. Est-ce que vous pouvez passer une demi-heure chaque soir, que ce soit ou chaque 2 ou peu importe quand vous parlez et que vous vous asseyez sous le canapé ensemble, on éteint les téléphones, on les met en airplane mode. Je veux dire, on arrête. Et vous reprenez le dessus de ça. Mais il y a tout un débat sur ce téléphone qui en fait est conçu pour nous rendre accoutumés et surtout pour nous prendre toute l'attention qu'on a. Et donc, c'est extraordinaire qu'on se retrouve dans une culture qui, pour l'instant, parle de méditation, de présence, de focus, au même moment où on parle du fait qu'on nous a carrément hacké toute l'attention et que s'ils peuvent le faire encore. Donc, c'est quand même, voilà, un paradoxe. Au moment où on parle du manque d'attention et du manque de présence et de concentration, c'est au même moment où on nous trouve toutes les manières possibles, pour capter notre attention. Et d'ailleurs, toutes ces Instagram, Facebook, toutes ces boîtes Google utilisent beaucoup les neurosciences pour capter ton attention. C'est-à-dire qu'en fait, c'est beaucoup l'analyse des couleurs. Enfin, je pense que les gens ne se rendent pas compte nécessairement, mais ils utilisent des techniques qui sont très profondes. Mais les psychologues ont toujours été, tu sais, les psychologues ont été les architectes de beaucoup de méthodes de torture. Et à un moment, on va finir par parler de ce hacking, de ce kidnapping en fait qu'on fait de nous comme une méthode de torture aussi quand même. Je veux dire, à la fin, on n'en peut plus. Et il y a tout un nouveau terme qui vient d'être inventé pour que les gens ressentent quand ils n'ont plus leur téléphone en main. C'est même pas une question de manque. Il y a un terme, je viens d'oublier là maintenant. Voilà, il y a dans le diagnostic, dans le manuel diagnostic, on a maintenant le withdrawal du téléphone, quoi. Je veux dire, c'est formidable. C'est incroyable. Et alors du coup, il y a un sujet aussi dont je voulais parler avec toi, qui est la relation homme-femme. On a vu évidemment cette tendance du MeToo, la montée du féminisme, donc l'idée de vouloir penser, et je le pense évidemment, qu'une femme ou un homme sont avant tout des êtres humains et que nécessairement ils doivent avoir des droits égaux. Donc ça c'est à la base et ça me semble tellement évident que ça devrait être partout. Par contre, ce que toi tu disais, et je sais pas si tu connais ce bouquin français qui s'appelle Le mythe de la virilité, qui défend un peu la même thèse d'ailleurs, c'est que finalement, aujourd'hui, les femmes, elles ont fait un combat, elles sont en train de mener un combat très fort, mais que quelque part, les hommes, eux, ne mènent pas le combat qu'ils devraient mener. Et j'aimerais bien que tu parles de ça. Justement, t'en parlais dans ce podcast de Decode Recall. J'en parle d'ailleurs de plus en plus parce que ça fait 3 ans que je suis passée de plus en plus à parler sur le sujet des hommes et de la masculinité avant MeToo et personne voulait m'écouter. Maintenant, j'ai plus de problème. Et je disais 2-3 choses. Je disais d'abord, et c'est intéressant, Greg, parce qu'il y a en fait, il y avait une grande différence entre le féminisme français et le féminisme américain des années 70, 70. C'est-à-dire que le féminisme français a toujours dit on est différent et parce qu'on est différent, on veut les mêmes opportunités. Et pour avoir les mêmes opportunités, on va mettre en place des systèmes, que ce soit le congé de maternité, paternité, les crèches, etc., pour que justement on puisse ensuite avoir les opportunités égales. Tandis que les Américains ne sont pas partis sur un modèle de complémentarité et de reconnaissance de la différence, ils sont partis sur un modèle de similitude. On est les mêmes. Être égaux, c'est être les mêmes. C'est pas avoir les mêmes droits, c'est être la même nature. Et donc, aux États-Unis, le congé de maternité, c'est un congé maladie. Disability. Wow. C'est comme ça que les féministes ont réussi à faire entrer ça dans le code légal. C'est-à-dire que si tu te casses une jambe ou si tu as eu un enfant, c'est la même chose. Et donc, par conséquent, il n'y a aucune infrastructure sociale, que ce soit congé maternité, rien du tout. Si les boîtes veulent bien, si les entreprises veulent bien le donner et qu'elles soient illuminées, elles le donnent. Mais au niveau national de tous les États-Unis, nous sommes un des seuls pays industrialisés où il n'y a pas de congé de maternité. Les crèches, on peut oublier. Bref, tout le monde est seul à gérer des problèmes et des réalités sociales. Donc,
Si je gère individuellement mes réalités sociales, quand j'ai un problème, eh ben, je ne le vois pas comme un problème social, je le vois comme un problème personnel. Je privatise les problèmes ici. Ça, c'est une des grandes différences. Donc, le féminisme, il existe depuis un bon bout de temps, et puis pendant un petit temps, on en parlait moins. Mais ce dont on a peut-être moins parlé, et je crois que ça, c'est l'opportunité de MeToo, c'est que quelque part, on est en train de revenir à d'autres couches de la relation homme-femme, qui est le plus ancien système d'échange de pouvoir qui a toujours existé, qui est que les hommes ont usé ou utilisé de leur pouvoir social, de leur statut social, pour avoir accès à la sexualité qu'ils n'auraient autrement pas pu accéder. Ce sont pas les hommes puissants séduisent, les hommes puissants ne doivent pas harceler, ne doivent pas imposer. C'est-à-dire que ça fait partie de l'insécurité masculine que de trouver des pouvoirs de telle sorte et d'utiliser son pouvoir social pour avoir accès au sexuel. Tandis que les femmes ont de tout temps utilisé de leur pouvoir sexuel, de leur jeunesse, de leur beauté, de leur séduction pour avoir accès au pouvoir social, public, qui leur était refusé et nié et auquel elles n'avaient pas accès. Et ça, c'est ce que j'appelais en anglais the oldest trade show. C'est cet échange de pouvoir. Et aujourd'hui, cet échange est en train d'être revu et corrigé. Très, très bien. Parce que ça permet, mais pas uniquement pour les femmes. Tu sais, dans les sites, par exemple, on sait qu'un homme aux États-Unis qui n'a pas un mètre, je sais pas combien, 5.8 aujourd'hui, pour chaque inch qu'il est trop court, soi-disant, eh ben, il doit gagner 40 000 dollars de plus. Donc, c'est exactement ça, la notion de son pouvoir social ou économique, pour avoir accès of the sexual favors qu'il n'aurait pas eu autrement. Mais en même temps, c'est vrai que depuis 50 ans, les femmes, pas seulement qu'elles mènent un combat, elles sont aussi dans une conversation, dans un dialogue de redéfinition de quelle est la place de la femme, le pouvoir de la femme, les désirs de la femme, l'identité de la femme, les relations de la femme, etc. Et que les hommes, quelque part, n'ont pas du tout encore eu la permission de se remettre en question et d'avoir cette examination identitaire et relationnelle que les femmes ont eu. Et donc, on se retrouve dans un système super binaire et réduit. Les femmes doivent avoir des conversations par rapport à comment elles trouvent leur voix et leur pouvoir, mais les hommes doivent avoir un espace dans lequel ils peuvent eux aussi ouvrir leur cœur et être vulnérables et ne pas faire partie de la programmation masculine de la compétitivité, je n'ai peur de rien, je suis autonome, je n'ai besoin de rien, je suis pas faible, je suis pas vulnérable. Enfin, ce code de la masculinité qui, je pense, est peut-être un peu plus fort ici, mais qui existe probablement tout autant chez nous. Qui existe aussi en France, bien sûr, et qui est extrêmement puissant, parce que je pense que comme on n'en parle pas, et que les hommes n'en parlent pas entre eux non plus d'ailleurs, pas beaucoup, je crois pas. Ça commence à s'ouvrir, mais c'est quand même très réduit. De parler de vulnérabilité, la vulnérabilité, c'est par principe vu comme une faiblesse. C'est sans doute aussi pour ça qu'on l'a laissé aux femmes, entre guillemets, parce qu'on se disait, bon, tiens, c'est une faiblesse. Donc, les femmes, elles sont faibles, donc c'est pas grave. Alors qu'en réalité, c'est une vraie force. C'est une force que les femmes ont, que les hommes n'ont pas vraiment, et qui travaillent tu sais qu'on très touche peu. nos garçons, à partir de l'âge de 3 ans, on touche moins nos fils que nos filles. À partir de 4 ans, très souvent, on commence à leur dire qu'il vaut mieux ne pas pleurer. À partir de 7 ans, on commence à mettre en place tout un système de démantèlement affectif du petit garçon dans lequel on lui montre qu'est-ce que ça veut dire qu'être fort et qu'être un vrai garçon en route pour devenir un homme. Et Elisabeth Badinter, il y a longtemps, quand j'avais lu XY de la masculinité, disait « on est femme et on devient homme ». C'est-à-dire que dans toutes les cultures, les hommes doivent aller prouver qu'ils sont hommes. Ils doivent aller se mettre dans les bois et dans la forêt et faire des rituels de transition du garçon à l'homme et pour qu'il puisse devenir un bon soldat. Et donc, pour être un bon soldat, il ne faut pas qu'il soit trop attaché aux autres parce que sinon, il ne peut pas partir pour aller faire la guerre. Mais il n'y a pas de rituel pour la femme. Donc, on a toujours dit la femme donne la forme et l'homme donne le nom. Et pour donner ce nom, il faut qu'il le construise et que la masculinité se construit. On n'a pas de terme une vraie femme. D'ailleurs, en anglais, c'est très, très clair. Il y a un terme en anglais qui dit emasculating. C'est quoi ça en français? C'est émasculé. Il n'y a pas ça au féminin.
Non, non. Comme le fait d'être homosexuel, c'est une insulte au masculin et c'est pas une Voilà. insulte au féminin. Loser, c'est la même chose. Encore un de ces termes. Il n'y a pas de loser au féminin. Parce Ouais, c'est parce vrai. que loser, c'est la personne qui n'a pas réussi à performer et à atteindre ce qu'il avait besoin de prouver. Et comme il n'a pas réussi à prouver qu'il était valable et capable, parce que ça va ensemble, eh ben donc il est loser. Et il peut peut-être que les femmes, enfin pas peut-être, les femmes ont certainement peur de la violence, mais les hommes ont peur de l'humiliation. C'est super intéressant. Et alors du coup, on est obligé de s'arrêter, même si c'est passionnant. Ce podcast, il s'appelle Vlan. Donc à qui ou à quoi tu voudrais claquer la porte aujourd'hui? Oh, moi, je voudrais claquer la porte au modèle relationnel qui est finalement souvent restreint, qui pense que c'est une taille pour tous, un modèle qui doit s'appliquer à tout le monde, qui est souvent un modèle privilège, hétérosexuel, de deux personnes, de longue durée, où le signe du succès, c'est le fait qu'on se retrouve chez le corbillard, au Cap Funèbre, et que il faut en fait, le Vlan, c'est que si aujourd'hui le relationnel est en plein mouvement, il faut le redéfinir de manière qui soit créative, multiple et polie dans plein de sens, à la fois au niveau du genre, au niveau de la sexualité, au niveau de l'identité, au niveau de l'intimité et au niveau du pouvoir. Génial. Merci beaucoup Esther. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté Vlan, le podcast qui parle du marketing à l'ère digitale. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.